J'aurais jamais dû accepter cette enquête. Plus de houle, plus de vagues. Les surfeurs restaient à quai et ça commençait à poser problème. Une combinaison morte, brûlée par le soleil. Ce genre de drame devait être empêché. Et pour ça, il était vital de retrouver du souhait. Oh putain, il pissait dans sa combi, lui. Bref, pour être tout à fait honnête, j'étais complètement largué. Mais j'avais retrouvé une feuille sur le Macabé. Une série de chiffres, des flèches qui partent dans tous les sens. Non. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin des experts. Il m'en devait une depuis que je les avais couverts sur une histoire de proxénétisme, trafic d'organes, drogue et proxénétisme d'organes. La routine, quoi. En tout cas, ils allaient m'aider à comprendre cette histoire. Bon, les gars, si vous voulez surfer un jour, il va vous falloir plusieurs éléments. Number one, le vent. Il est provoqué par le soleil, il peut être faible ou fort. Nous, on le veut fort. Number two, du temps. Prenez votre journée, les gars. Plusieurs dizaines d'heures sont nécessaires pour qu'il y ait un réel impact sur l'océan. Number three, de l'espace. Beaucoup d'espace. Pour que le vent génère une onde. Et tout ça se rencontrera bien loin au large des côtes. Ce rapport vent-temps-espace va être à la base de tout. Son nom, l'effet de Fetch. Ok les gars, Fetch. Par exemple, un vent soufflant à 80 km/h pendant 20 heures sur 250 km de large, ça nous donne des murs d'eau de 10 mètres de haut. On peut donc dire du Fetch que c'est la zone d'élan permettant au vent de lever une mer. Bah, lever une mer. Non mais ok les gars. Mais c'est quoi le rapport avec le surf? Eh bien, le rapport, c'est que le Fetch va créer la houle. Alors la houle, qu'est-ce que c'est? La houle, c'est une onde. Une fois l'onde créée, même sans vent, elle continuera librement sa propagation. On peut donc dire que la houle, c'est la mémoire du Fetch. Une fois cette houle est lancée, elle va prendre un aspect défini par 3 éléments. Sa hauteur, sa longueur et sa période. Plus l'écart entre deux vagues est important, c'est la période, plus la vague sera puissante. Non mais d'accord, et quand est-ce qu'on arrive là? On veut surfer. Ah mais justement, on va finir notre voyage. Une fois que la houle rencontre un fond marin, elle n'a plus d'autre choix que de suivre la gravité. Elle s'effondre. C'est ce qu'on appelle le déferlement de la vague. Dans une vague, nous avons la crête et le creux. L'écart entre les deux définit donc sa taille. Maintenant qu'on sait que le Fetch crée la houle et que la houle crée la vague, il n'y a plus qu'à l'adapter au surf. En général, pour qu'un spot marche, il est nécessaire qu'une houle de taille suffisante rentre perpendiculairement à la côte. Que la hauteur d'eau soit bonne. Attention à la marée. Trop d'eau. Pas assez d'eau. Là, c'est bon. Le vent, il peut être onshore, c'est-à-dire qu'il vient dos aux vagues, c'est pas top. Offshore. Le vent vient face aux vagues. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ou au pire, pas de vent, glacier c'est bien aussi. Et quand tout est réuni, c'est la magie. Maintenant je comprends à peu près mieux l'histoire. Mais il manque toujours quelque chose. Une vision plus globale. Et pour ça, il fallait faire de la route. Pour rencontrer un mec, un autre expert. Du style gros blaireau à lunettes. Mais on m'a aussi dit que je pouvais apprendre 2-3 trucs. Non mais sérieux? On attribue souvent la naissance du surf aux îles du Pacifique. Et pourtant, il semblerait venir du nord du Pérou. Il est dit que les pêcheurs utilisaient leurs bateaux, les caballitos de Totoro, pour glisser sur l'eau et mieux se déplacer. Leur utilisation a perduré avec le temps et aujourd'hui encore, on retrouve des compétitions de caballitos de Totoro. Mais l'histoire la plus connue est celle qui se passe dans le Pacifique, où le surf est vu comme un amusement, mais aussi comme une épreuve de courage. Certains chefs de tribu prouvaient leur puissance en défiant la mer.
Les Polynésiens, quant à eux, pouvaient s'affronter dans des duels de surf, le vainqueur obtenant une meilleure place au sein de la tribu. C'est quand les élections déjà? Ce serait vachement pratique. Et bonjour! Bonjour! Et bienvenue dans Élysée 2022, le débat de surf qui a lieu cette année sur le spot d'Osgore, où verront s'affronter Éric Zemmour et Christiane Taubira. Et oui, c'est aujourd'hui que nos deux chargeurs de l'extrême vont se défier dans ce hit décisif pour la course à l'Elysée. Ça simplifierait tellement de choses. Le respect de l'océan et du surf s'enracine petit à petit dans la culture et la religion polynésienne. Mais toutes ces découvertes, on les doit grâce aux expéditions d'un équipage et de son capitaine, James Cook. Ils nous racontent dans leur carnet de voyage leur rencontre avec la population locale, la culture et le surf. L'Europe touche du bout des doigts tout un univers nouveau. L'homme qui marche sur l'eau, c'est le surnom attribué à George Fraisse. L'Hawaïen est le premier homme à surfer en Californie. La culture occidentale voit du surf pour la toute première fois. Mais pour autant, ce n'est pas lui qui sera déterminant pour notre histoire. Celui dont je m'apprête à vous narrer les exploits a été élu surfeur du siècle et a même sa statue à Waikiki. Il est ni plus ni moins que le point de départ de l'expansion mondiale du surf. Et son histoire n'aurait pas été possible sans un complot politique. Le royaume d'Hawaï et sa reine sont renversés par une coalition soutenue par les États-Unis. Son régime monarchique s'éteint avec elle et fait place à une république. L'archipel devient un territoire des États-Unis. Ce point, qui peut sembler insignifiant, est en fait crucial pour l'évolution de notre pionnier, Duke Kahanamoku. Grâce à ça, le Duke, mais non, pas lui, ouais, voilà, lui, roule pour la plus grosse machine à notoriété du sport, les États-Unis d'Amérique. Les USA aiment les champions, et ça tombe bien. Duke est un nageur, un excellent nageur. Il bat des records mondiaux, cumule même plusieurs médailles olympiques, notamment l'or aux 100 mètres. Après les JO, c'est une star. Sa belle gueule et ses médailles lui ouvrent toutes les portes. Mais au-delà de lui-même, c'est sa réelle passion qu'il fera connaître. Le surf. Des exhibitions sont organisées un peu partout. Et à la différence de George Fraisse, les gens viennent en masse pour venir le voir. Il surfe de dos, en équilibre, à deux. Bref, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Et même ceux d'Hollywood. Il tournera dans plusieurs grands films, mais non, de son époque, avec des acteurs très connus, des réalisateurs encore plus connus, John Ford, John Wayne et tant d'autres. Bon, là, c'est le moment de faire une petite pause matos. Ça, c'est le genre de planche moderne, en général autour de 2 mètres pour 3-5 kilos. Mais à l'époque, c'était pas la même chose. C'était littéralement des troncs d'arbres découpés. Ça faisait autour de 5 mètres, pesait 52 kilos. Ah oui, et sans dérive, forcément. Là encore, cette anecdote va avoir son importance. Sur les côtes californiennes, le bateau de pêche Thelma est en train de sombrer. Duke, accompagné de 2 autres surfeurs, prennent leurs planches et foncent à l'océan pour sauver les marins. Lui en sauvera 8. Malheureusement, 17 autres trouveront la mort ce jour-là. C'est depuis ce jour que les planches de surf sont devenues un des éléments indispensables des sauveteurs californiens. Duke dira qu'il a créé accidentellement une nouvelle forme de sauvetage. Il s'éteint en 1968 et nous laisse en héritage l'avenir de la discipline. Il faut comprendre qu'avant, aux yeux du monde, le surf n'existait pas. Tout ce qu'on connaît, les écoles, les champions, l'industrie, tout nous vient du Duke. Quoi? Yeah. Non, mais c'est normal. Dans les années 50-60, le matériel évolue. On fait plus léger, plus petit, plus maniable. Le mouvement hippie Flower Power vient s'implanter dans la culture surf et reste encore aujourd'hui collé à l'image du surfeur. Vous savez, cheveux longs, chemise, qui fait de la guitare, ridicule. C'est quoi? Merde.
Dans les années 70, la demande explose, la production devient industrielle. Le bois est remplacé par des matériaux composites. 3 inventions vont révolutionner la planète surf. La combinaison. Merci Monsieur O'Neill. En ce moment, l'eau elle doit être à 10 degrés. Le leash. En plus de me permettre de vous montrer ma masse musculaire impressionnante, elle me raccorde à ma planche. Un élément de sécurité qui est français. Le bodyboard, à tort vu comme un joujou. C'est plutôt extrême. Toutes ces évolutions démocratisent la discipline. Plus de gens à l'eau, plus de talent. Les limites sont explosées vers une nouvelle frontière. Le big wave. La chasse au gros. Un bref stop en 1992 pour le tow-in, où un surfeur, Lord Hamilton, se fait tracter par un copain à lui en jet ski. Ça permettra d'aller sur des vagues totalement inaccessibles et surtout tellement massives. Et nous voilà à notre époque, où le surf compterait autour de 25 millions de pratiquants. Alors entre la culture hippie et le localisme, choisis ton clan, camarade. Moi, je choisis le Duke. Non, je recherche un certain Fetch. Ah bon? Ah bah dans ce cas, c'est pas tellement les archives du surf qu'il vous faut. Hein. Vous, c'est plutôt des bulletins météo. Ça devrait aider. La réponse était là. Une fois encore, la même suite de chiffres, de flèches. Mais cette fois, tout était logique. Direction de la force du vent, direction la marée, du vent, profondeur de l'eau, hauteur et largeur de la houle, période. Et finalement, choix du spot. Je sais où c'est. Bonne nouvelle. Je vais pouvoir arrêter avec cette voix complètement surjouée. Et aller surfer! Woohoo!